Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews Europe 1, c'est Gérald Darmanin. Bonjour à vous. Merci Bonjour. d'être là, ministre de la Justice, bien sûr. Merci de réserver vos premières paroles à nos antennes, puisque vous revenez d'un voyage express en Algérie. Le but était de relancer la coopération judiciaire, quasi interrompue depuis 2 ans, évoquer le sujet des biens mal acquis et bien sûr la situation de notre compatriote Christophe Glaise. Qu'avez-vous obtenu, Gérald Darmanin, des autorités algériennes et du président Tebboune que vous avez longuement rencontré hier? D'abord, la reprise de notre coopération judiciaire. À la demande du président de la République française, je me suis rendu en effet en Algérie pour des moments très importants. D'abord, je pense évidemment à Christophe Glaise, à sa maman, à sa libération prochaine, nous l'espérons toutes et tous. Vous avez des gages rassurants en la matière? Je pense que ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on peut le faire, mais en tout cas, je peux dire que nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Glaise d'ailleurs est traité. Et puis, bien sûr, nous avons rappelé qu'il faut rendre Christophe Glaise non pas à la France, mais à sa mère. Et je pense que le président Tebboune il sera sensible. En tout cas, nous lui faisons confiance. Je lui fais confiance pour cela. Vous ne dites pas à la France, mais c'est un compatriote français. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est avant tout une mère de famille qui est particulièrement blessée, touchée, qui a pu rencontrer le ministre de la Justice algérienne, qui a pu visiter son fils à plusieurs reprises. Voilà, je pense qu'il ne faut pas faire davantage de déclarations, mais nous sommes tous touchés par l'humanité de cette situation. Et je peux vous dire que j'avais... avec mon homologue, avec le président Tebboune, des échanges extrêmement francs sur cette Vous question. dites qu'il faut un peu gommer le côté français pour Non. mettre en avant la situation humanitaire de notre compatriote, le journaliste condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme? D'abord, effectivement, maintenant, sa peine est définitive, puisqu'il n'a pas fait pourvoi en cassation. Et voilà, c'est au président Tebboune, me semble-t-il, que de pouvoir faire ce geste pour cette famille. Et bien sûr, pour notre bonne relation. Espérons-le dans les prochains jours. Et il y avait... Pardon. Allez-y. Non, et nous avions d'autres sujets, notamment des coopérations judiciaires extrêmement importantes, de la lutte contre la criminalité organisée, Le qui touche, narcotrafic. exactement, qui touche les dirigeants de la DZ Mafia, mais qui touche aussi d'autres sujets, qui touchent la sécurité de l'Algérie et la sécurité de la France. Le plus grand pays d'Europe, qui est la France, avec le plus grand pays d'Afrique, qui est l'Algérie, doivent se respecter et doivent aussi garantir leur sécurité. Depuis très longtemps, j'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur, je peux dire que nous avons avec l'Algérie une parfaite collaboration en matière de terrorisme. Ça n'a jamais cessé. Il y a sans doute eu ces derniers mois des difficultés. Mais je peux assurer que si nous avons par exemple organisé les Jeux Olympiques d'été avec une grande efficacité, c'est parce que de grands pays étrangers, de grands services étrangers performants, comme l'Algérie, nous ont aidés à nous renseigner, à interpeller, à prévenir des attentats. Et c'est vrai parce que l'Algérie a avec la France un combat contre l'islamisme radical, contre le terrorisme islamiste qu'il a touché en sa chair. Vous savez qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts, bien plus d'ailleurs, du terrorisme islamiste en Algérie. La décennie noire, vous parlez. Exactement. De 200 000 morts. Et nous remercions l'Algérie de son combat continuel contre le terrorisme islamiste. Qui d'ailleurs se répand dans tout le continent africain. Exactement, en Europe, dans le continent africain. Et l'Algérie est un partenaire essentiel. Quand on est ministre de l'Intérieur, on doit travailler avec l'Algérie. C'est le cas de la DGSI, c'est le cas de la DGSE. Nous devons avoir ce même partenariat. C'est ce que j'ai dit au président Tebboune, c'est ce que j'ai dit à mon homologue, dans la lutte contre la criminalité organisée, qui est elle aussi une menace de sécurité intérieure extrêmement forte, qui touche la France et qui touche l'Algérie. Et je pense que les autorités algériennes l'ont compris et nous sommes revenus avec de très nombreuses informations. Concernant quoi? Des patrons de la DZ Mafia qui sont en Algérie? Concernant un certain nombre de personnes ou leur réseau qui sont à la fois peut-être en Algérie, dont certains ont été interpellés, d'autres j'espère le seront dans les prochains jours, d'autres doivent être extradés vers la France, puisque aujourd'hui ça fait très longtemps qu'on n'a pas obtenu d'extradition de la part de l'Algérie, et de même que nous l'avons obtenu d'autres pays, et j'avais réussi à la demande du président de la République, notamment avec des pays frontaliers de l'Algérie, avec le Maroc, à obtenir des extraditions de personnes qui sont extrêmement dangereuses. Félix Bingui, qui est jugé en ce moment même. Voilà, notamment, alors que ça faisait des années que le Maroc n'avait pas extradé des dirigeants de mafia sur le sol européen. Nous devons obtenir la même chose de nos amis algériens. Pour ça, on doit leur parler avec respect, avec confiance. Avec respect et confiance, est-ce que ce respect est mutuel? Est-ce que vous pensez que l'Algérie respecte la France, Gérald Darmanin? Je pense que nous devons tous les deux progresser dans le respect de nos deux peuples et de nos deux gouvernements. On a des désaccords avec l'Algérie. Et j'ai personnellement avec... Sur quoi? je pense, de nombreux désaccords sur notre politique migratoire, sur une situation internationale. L'Algérie, par exemple, ne soutient pas l'Ukraine comme nous le soutenons. Ils ont, on le sait tous, une relation particulière avec les Russes.
Mais la diplomatie consiste justement à parler avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Sinon, il n'y a pas de diplomatie. Et moi, je respecte l'Algérie. C'est un grand peuple. C'est le plus grand pays d'Afrique. On ne peut pas faire sans l'Algérie. Et je ne pense pas que l'Algérie puisse faire sans la France. Pourtant, vous aviez à l'époque, quand Bruno Retailleau instaurait le rapport de force, dit que oui, il n'y a que le rapport de force qui marche. C'était votre position. Alors, j'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur. Et en 2024, la dernière année où j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai réussi, grâce au travail qu'on avait avec nos amis algériens, à expulser 3000 personnes particulièrement dangereuses vers l'Algérie. J'ai toujours fait, j'ai essayé de le faire sans tambour ni trompette. Parce qu'en général, ce qu'aiment les Français, c'est l'efficacité politique, pas toujours les paroles. Bruno Retailleau a essayé de faire ce qu'il a pu. Et moi, Et ça n'a pas marché ? On avait 2 styles différents. Je pense que ça saute aux yeux, mais je respecte Bruno Retailleau. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux parler, quitte à dire nos désaccords, plutôt que d'avoir une efficacité politique. Parce que quand on a une efficacité politique, qui les paye ? C'est les Français. Parce qu'il y a des attentats qui peuvent se commettre sur le sol national. Après, il est vrai que l'Algérie, et Bruno Retailleau a eu raison de le dire, ne reprend pas tous ses ressortissants. Ce n'est pas le seul pays d'ailleurs. Voilà. Nous devons continuer à faire ce travail. Et j'ai toute confiance dans le travail que fait Laurent Nunez, qui connaît bien ces questions et qui avait agi sous mon autorité à l'époque. Vous dites que la France avait un certain nombre de demandes, notamment d'extradition d'un certain nombre de personnalités. J'imagine que l'Algérie en avait aussi. Qu'est-ce que vous avez accepté ? Qu'est-ce que vous avez concédé au régime algérien ? La France, elle a 3 types de demandes. Elle a d'abord des demandes de renseignement. Nous devons savoir ce qui se passe chez les personnes qui ont quitté le sol national, parfois pour fuir la justice française. Elle a ensuite une deuxième demande qui est l'interpellation. Nous avons quelques objectifs, comme dirait la police judiciaire, à interpeller, qui ne doivent pas rester en liberté. Franco-algérien ou algérien ? Voilà, des gens qui sont binationaux, qui sont algériens, voilà, ou qui sont français, en effet, qui doivent être interpellés et nous espérons être mis en détention. Et puis il y a des gens qui doivent être extradés, en effet, sur le territoire national, notamment lorsqu'il s'agit de Français, évidemment. Nous avons d'ailleurs des bonnes nouvelles de la Cour suprême algérienne pour obtenir ces extraditions et j'espère que dans les prochaines semaines, nous obtiendrons pour la première fois depuis extrêmement longtemps des extraditions. Est-ce qu'il y a des contreparties ? Alors, bien sûr qu'évidemment, l'Algérie demande des choses à la France et c'est tout à fait normal, notamment dans les affaires dites des biens mal acquis. Il y a plus de 130 demandes par les autorités judiciaires algériennes pour lutter contre la corruption du clan dit Bouteflika. Et le président Tebboune y est très attaché. Je lui ai assuré, c'est pour ça que je suis allé avec le procureur national financier qui m'a accompagné et qui en toute indépendance a pu parler avec ses homologues pour dire que nous prendrons en considération, évidemment avec le plus grand des sérieux, les demandes du président Tebboune pour récupérer l'argent qui appartient au peuple algérien et qui a été détourné. J'attends les décisions de justice, évidemment, détournées par des dignitaires algériens qui ont trahi la confiance du peuple algérien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'extradition qui vous ont été formulées par les autorités algériennes, composant pour des opposants algériens je pense notamment à ceux qui sont des opposants au président Tebboune ou à l'agent consulaire algérien détenu à Paris, puisqu'il est accusé d'être impliqué dans l'enlèvement de l'influenceur algérien Amir Dezed. Alors, en ce qui concerne l'agent consulaire algérien, je ne ferai pas beaucoup d'autres remarques que de dire, et je l'ai rappelé aux autorités algériennes qu'il était bien traité. Il est en détention provisoire, décidé par un juge d'instruction. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'y intervenir, mais il est bien traité par l'administration française et nous espérons le plus rapidement possible que cette affaire soit jugée en respectant le temps de la justice pour que cela soit derrière nous. Mais ce n'est pas à moi d'intervenir, ce que j'ai rappelé au président algérien. Et comme nous n'intervenons pas dans les affaires algériennes, et le deuxième sujet, en effet, il y a des opposants politiques qui existent. Réfugiés, donc ? Alors, certains ont le statut de réfugié, d'autres ne l'ont pas. Mais la France, bien évidemment, ne donne pas les opposants politiques au régime politique. Mais évidemment, nous sommes très attentifs au fait que l'Algérie a un certain nombre de demandes de coopération judiciaire, policière. Et tout ce qui sera fait par le droit doit être fait. Il y a sans doute eu aussi des blocages côté français. Parce que il y a des manques de moyens, notamment quand on n'a qu'une seule personne au parquet national financier qui s'occupe des 130 demandes de lutte contre les biens mal acquis algériens, on peut aussi comprendre que nous n'avons pas toujours été en mode prioritaire pour ces demandes et nous le serons désormais. Et il y aura une délégation, vous le confirmez, de magistrats algériens qui vont venir enquêter en France ? Alors nous les avons invités à venir début juin prochain et je remercie le président Tebboune d'avoir accepté que les hauts dignitaires de la magistrature algérienne rencontrent tous les grands magistrats français pour faire avancer ces dossiers. La question de l'immigration n'est pas de votre ressort, évidemment, celle de Laurent Nunez, pour les laissez-passer consulaires et les OQTF. Néanmoins, on voit que le nombre d'expulsions est encore extrêmement infime. Il était de 0 il y a quelques mois. Laurent Nunez, à votre place, là, il y a quelques jours, disait que ça repartait 150 laissez-passer consulaires accordés. Est-ce que c'est ça le travail de confiance que nous faisons avec l'Algérie ? Alors on était 3500 expulsions en 2024. On est passé effectivement autour de 0 en 2025. Voilà, Laurent Nunez reprend un travail extrêmement difficile, il s'agit de renouer la confiance.
Et déjà, quand on était à 3500 expulsions par an qui touchaient notamment des fichiers S ou qui touchaient des personnes qui étaient des délinquants ou des criminels. On était loin du compte. On était à 30% de ce qu'on... Voilà. Donc c'était les meilleurs résultats qu'a obtenu la France et ce n'était pas très fameux. Mais au moins, on avait priorisé les gens les plus dangereux. S'il n'y a pas beaucoup d'attentats ces derniers temps, si on a pu organiser la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques d'été sans qu'il y ait un seul attentat en toute sécurité en France, c'est parce que nous avons fait ce travail lent, difficile et parfois très critiqué de coopération avec l'Algérie et avec d'autres pays. Donc moi, et Laurent Nunez est un grand professionnel, il le sait, souvent l'efficacité se voit à la fin et pas au début. Un tout petit mot des accords de 68. Édouard Philippe et Gabriel Attal disent tous les deux vouloir dénoncer cet accord franco-algérien qui confère un statut particulier aux Algériens en matière d'immigration, un privilège de Charles de Gaulle. À l'époque, vous partagiez cette position? C'est toujours le cas? Oui, il faut dépasser cet accord. D'abord, je pense que l'Algérie de 1968... Il est obsolète? Il y avait 25-26 millions d'Algériens en 1968. C'était des circonstances extrêmement différentes. La société était très différente. La France était très différente. Il faut dépasser ça. On n'est plus du temps du général de Gaulle. Et donc, il faut un traité avec l'Algérie. J'espère, je rêve un jour... Restrictif? Plus restrictif? Un jour, j'espère, un traité d'amitié. On n'en est pas du tout là, mais un traité d'amitié avec l'Algérie, mais qui respecte les deux pays. Donc, il faudra renégocier très certainement, bien évidemment, ce traité et le dépasser. Je pense que les autorités algériennes le savent. Le président de la République française lui-même l'a dit, le Premier ministre s'était exprimé, Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, il faut dépasser ce traité et voilà, faire respecter nos pays et nos intérêts des deux côtés. Gérald Darmanin, on est sur CNews et sur Europe 1. Vous êtes la 6e personnalité française à se rendre en Algérie. On voit qu'il y a une accélération. Est-ce que le président Macron vous a reçu, vous partiez, vous a donné un ordre de mission précis en lui disant « Je veux que ça soit réglé avec l'Algérie avant la fin de mon mandat » ? Non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Le président de la République a une énorme expérience et il est respectueux en tout cas de ses ministres. Il m'a demandé d'agir en son nom, d'apporter des messages au président Tebboune, aux autorités algériennes, de confiance, de respect, de demande de respect réciproque et mutuel. Et en ce qui me concerne, m'occupant des affaires de l'État régaliennes depuis maintenant quasiment 10 ans auprès du président de la République, de porter un certain nombre d'échanges, de secrets. C'est un dossier qu'il veut régler ou pas? Je pense que c'est important pour le président de la République de laisser une relation la plus saine possible avec l'Algérie, bien évidemment. Et il s'est beaucoup impliqué dans ce dossier. Il n'a pas toujours été payé de retour. Voilà, il y a peut-être eu de chaque côté des difficultés. Nous ne sommes pas là pour nous soumettre. L'Algérie n'est pas là pour se soumettre. C'est un pays indépendant. La France est un pays indépendant. On est là pour se respecter. On a une histoire aussi très difficile avec l'Algérie. Oui, mais est-ce qu'on peut tourner la page 64 ans après, Gérald Darmanin? Est-ce qu'il n'est pas temps? Mais bien sûr Est-ce que l'Algérie peut le faire? Personnellement, je suis né en 1982. Donc évidemment pour moi, non c'est gentil, mais pour moi, je n'ai pas la même vision et le même rapport à cette histoire que des personnes qui sont nées dans les années 40 et vous avez un lien dans les années 50. avec l'Algérie, comme vous l'avez rappelé. Mon grand-père était tirailleur algérien, il a servi à l'armée française, puis il a choisi la France. Voilà, et je pense que les Algériens savent que je les respecte. Je pense que les Français doivent être plus fiers d'eux-mêmes aussi et se faire respecter avec l'Algérie comme tous les autres pays qui nous entourent. Effectivement, le Rassemblement national, lui, réclame une diplomatie de la fermeté et non de la courbette. Qu'est-ce que vous leur répondez, Gérald Darmanin? La courbette, c'est ce qu'ils avaient contre M. Trump et M. Poutine. Donc on n'a pas de leçon, de courbette à avoir de la part du Rassemblement national. S'ils étaient en responsabilité, qu'à Dieu ne plaise, ils seraient obligés de parler au grand pays africain qu'est l'Algérie. Parfois avec des désaccords, bien évidemment. Et nous parlons avec nos voisins et parfois nos amis. Et je pense que chacun voit qu'avec l'Algérie, nous avons des relations qui sont entre chien et chat. Mais nous devons nous parler, même quand c'est difficile. Et nos services secrets, moi je pense que c'est un point très important pour que les Français comprennent, se parlent quasiment quotidiennement pour la sécurité des Algériens et des Français. Vous savez, en Algérie, il y a une frontière immense, notamment avec le Sahel. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe en Mauritanie, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Libye. C'est l'Algérie qui est également notre partenaire sur ce point. Nous ne devons pas laisser tomber les Algériens et les Algériens ne doivent pas nous laisser tomber. Donc même quand c'est très difficile, nous devons discuter avec eux. C'est peut-être pour ça que l'Algérie cherche des alliés et à pacifier, normaliser cette relation avec la France, Gérald Darmanin? En tout cas, dans les matières de défense, Mme Ruffo l'a démontré, dans les matières diplomatiques, on aimerait parfois plus de soutien d'Algérie, notamment sur le dossier ukrainien ou dans les affaires de sécuritaire. Oui, nous devons nous aider mutuellement. 2 questions rapides encore sur ce sujet, après on passe à la France. Jean-Luc Mélenchon applaudit cette visite et il dit voilà, c'est une excellente nouvelle, la brouille sans fin entre nos deux pays n'aurait pas de sens. Vous êtes à l'aise avec ce soutien? J'ai vu que le président Mélenchon avait évoqué que ma visite était une bonne chose. Je ne suis pas sûr qu'on ait la même conception, puisque nous luttons fortement contre l'islamisme radical avec nos amis algériens.
et nous luttons fortement contre la criminalité organisée et la lutte contre la drogue. Ça n'a pas paru tout à fait évident dans les positions de M. Mélenchon ces derniers mois, mais tant mieux, s'il y a une conversion, c'est une bonne chose. Le président de la République entend-il se rendre en Algérie d'ici la fin de son mandat? C'est à lui de le décider. Et je pense personnellement que ce serait une bonne chose que les présidents algériens et français se rencontrent à nouveau. Gérald Darmanin, on est sur CNews et sur Europe 1. Depuis la fin du mois de janvier, on va parler de la protection de l'enfance, un sujet qui vous tient à cœur. Une commission d'enquête parlementaire se penche sur le sort que la justice française réserve aux enfants qui dénoncent des crimes d'inceste. Vous avez été auditionné il y a la semaine dernière. 160 000 enfants seraient victimes de ces crimes. Vous avez défendu l'idée de protéger immédiatement les enfants en danger, une forme de justice prioritaire. En quoi ça consisterait exactement ? Ce serait d'appliquer le principe de précaution qui vaut pour l'écologie. Je pense qu'elle pourrait valoir pour les enfants lorsqu'il y a des dénonciations, des soupçons d'inceste. Et on sait tous qu'ils existent et qu'ils existent de façon extrêmement nombreuse. Et aujourd'hui, la justice est trop lente, beaucoup trop lente, et parfois condamne les mères, parce que c'est souvent les mères, qui ne rendent pas les enfants à leur père lorsqu'il y a un certain nombre de gardes alternées, par exemple, des divorces ou des séparations, et voire condamnent pénalement ces mères alors qu'elles essayent de protéger leurs enfants. Alors il s'agit pour la justice, il y a un principe de précaution de dire non, on ne donne pas l'enfant au père, au grand-père, s'il y a un soupçon. La condition, évidemment, c'est que ce soupçon doit être levé extrêmement vite et que la justice doit faire sa révolution pour qu'en quelques semaines, on puisse voir si ces faits sont avérés. Moi, je suis père de famille. Si pour une raison ou pour une autre, demain, il y avait des difficultés dans ma famille, je comprendrais extrêmement bien que la loi de la République protège mes enfants, quitte à ne pas les voir pendant plusieurs semaines. Mais aujourd'hui, nous livrons malheureusement à leur bourreau, par notre mauvaise organisation, par notre naïveté, et aussi parce que, je l'ai dit, c'est une honte qui ne touche pas que la justice, qui touche toute la société. Nous ne faisons pas confiance à la parole de cet enfant. Donc il faut des ordonnances de sûreté. Vous dites pour placer sans délai un enfant sur lequel il y a une suspicion de maltraitance. On les place où, Gérald Darmanin ? Vous savez à quel point l'aide sociale à l'enfance est débordée, les centres de l'aide sociale à l'enfance sont saturés. Alors il y a deux choses différentes. Il y a évidemment le drame que représente déjà l'aide sociale à l'enfance, avec des centaines de milliers de gamins depuis des années qui ont plus de chances d'être handicapés que les autres, vont vivre 20 ans de moins que les autres dans un département. 45% d'entre eux sont issus de l'ASE pour les SDF. Bien sûr, ils vont une chance sur deux d'être SDF dans leur vie, avec des difficultés extrêmement fortes. Avec Stéphanie Rist, nous portons un projet de loi extrêmement ambitieux qui vise à restructurer cette aide sociale à l'enfance. Mais par ailleurs, il y a aussi plein d'incestes qui se déroulent dans des familles qui ne sont pas à l'aide sociale à l'enfance. Ça touche tous les milieux sociaux. Je ne voudrais pas qu'on pense que ce sont que des milieux les plus pauvres ou les plus ouvriers qui seraient concernés. Bien évidemment, ça touche tous les milieux sociaux. Et c'est leur mère, leur famille qui peut les protéger. Donc concrètement, nous avons un projet de loi qui arrive. Ça a été validé par le Conseil d'État, qui arrive à la table du Conseil des ministres. Et je propose une ordonnance de sûreté qui aujourd'hui dit, s'il y a une suspicion, s'il y a une dénonciation d'inceste, nous avons, ou de maltraitance de manière générale, nous avons une justice qui, en quelques heures, est capable de mettre à l'abri auprès de sa famille ou ailleurs, si jamais il s'agit d'aide sociale à l'enfance, un enfant. La justice agira très vite, lèvera ce soupçon, poursuivra très rapidement une sorte de bretelle d'autoroute prioritaire pour la lutte contre l'inceste et contre les viols, et protégera cet enfant. Est-ce qu'il faut que ces crimes d'inceste soient imprescriptibles, monsieur le garde des Sceaux ? Oui, je me suis exprimé depuis de nombreux mois désormais sur le fait que j'étais pour l'imprescriptibilité des crimes qui touchaient les enfants. Il y a un débat fort dans le monde du droit, dans la magistrature, pour s'y opposer, comme qu'on doit pardonner. Aujourd'hui, les crimes sont imprescriptibles que pour les crimes contre l'humanité. Moi, je pense qu'on tue l'humanité d'un enfant, d'un adulte, plus tard, lorsqu'il a été violé par ceux qui sont censés les protéger, par ailleurs, ses parents, ses grands-parents, ses cousins. Je pense que oui, il faut mettre fin à ce déni, surtout que les preuves d'aujourd'hui ne sont pas les preuves de 1960. On dit souvent parce qu'il faut refuser l'imprescriptibilité parce qu'on n'a pas les preuves et que ce sont des procès sans preuves. Mais d'abord, les adultes mettent énormément de temps à dire qu'ils ont été violés quand ils étaient petits. Moi, j'ai personnellement un témoignage personnel de quelqu'un qui, sur son lit de mort, à plus de 70 ans, a avoué que quand il était petit, il avait été violé. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous touche toutes et tous. Donc il faut comprendre ce temps aussi de l'aveu. Et deuxièmement, les preuves d'aujourd'hui, les preuves numériques, notamment les preuves médicales, seront bien mieux gardées dans 20, 30 ou 40 ans que les preuves des années 1960. Donc oui, je suis pour mettre l'imprescriptibilité pour les crimes qui touchent les enfants. Gérald Darmanin, vous portez aussi un projet de loi pour la justice criminelle, respect des victimes. Le premier volet de ce plan sûr a été adopté au Sénat. Il sera débattu
on l'espère, est voté fin juin à l'Assemblée. L'objectif, c'est d'accélérer le traitement des affaires criminelles tout en renforçant la place des victimes dans le système. Et accélérer, c'est vraiment le nœud de la justice. C'est pour ça qu'il y a une défiance des Français par rapport à la justice sur la durée de traitement des affaires criminelles. Je crois qu'on est sur un délai de 6 ans pour des viols, 8 ans pour des homicides. En première instance, sans appel. Oui. Vous vous rendez compte, il y a des gens qu'on peut remettre en liberté alors qu'ils sont coupables. Comment est-ce que vous pensez pouvoir accélérer cela ? Bon, il y a une question de moyens. Là, il y a 450 magistrats de plus qui arrivent en septembre. Le président de la République a augmenté de 1500 le nombre de magistrats en 6 ans. C'est un effort absolument considérable. Et puis, il y a une question d'organisation. Nous ne sommes pas organisés comme les autres pays qui nous entourent. Et en effet, 6 ans pour attendre un jugement pour viol, 8 ans pour un crime, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour les victimes, évidemment, qui ne peuvent pas se reconstruire. Pour les gens qui sont en détention provisoire, en effet, qui ne sont pas jugés et qui parfois sont libérés alors qu'ils sont dangereux. Et ça n'a pas de sens pour la peine prononcée 8 ans après. Bon. Donc il faut non pas que nous accélérions, parce que j'aimerais bien, mais on ne peut pas. Déjà, si on divisait par 2 ce délai, non pas 6 ans d'attente pour un viol, mais 3 ans, ce serait déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Ce serait déjà beaucoup, mais c'est l'objectif qu'on se donne dans les 3 ans qui viennent, par des moyens supplémentaires et par cette loi. Cette loi, elle est combattue, parce que nous bousculons évidemment l'organisation de la justice. Par des gens Les magistrats ? Non, les magistrats ont voté très majoritairement, sauf le syndicat de la magistrature pour ce texte. Pour la première fois, c'est un texte qui a été voté au conseil syndical du ministère de la Justice et a soutenu le garde des Sceaux dans cette démarche. Non, mais je peux comprendre les questions des avocats pénalistes, parfois de l'opposition, parfois des associations. Elles sont très sincères. C'est pour ça que vous avez reculé sur le plaidé coupable criminel qui devait concerner les viols et je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale. les agressions sexuelles. Moi, si j'avais une majorité à l'Assemblée nationale, évidemment, nous serions dans une autre discussion. Mais je fais de la politique avec la réalité. J'essaye de convaincre que tout autour de nous, il y a une nouvelle organisation de la justice criminelle, parce que ce qui compte, c'est de pouvoir juger les crimes. Moi, j'ai des victimes qui me disent « celui que j'ai accusé est mort ». Et après 3 ans d'instruction et 3 ans d'attente, on m'explique que je n'aurai pas de procès, puisque l'accusé est mort. On ne juge pas les morts en France. J'ai des victimes qui disent « mais moi je ne comprends pas, il a passé 2 ans de détention provisoire, aujourd'hui il s'est remarié, il a eu des enfants, je m'en veux », dit la victime, parce qu'il va être renvoyé en prison s'il est condamné, alors qu'il est désormais père de famille. On ne peut pas faire subir ça aux victimes. Et la France doit pouvoir organiser mieux sa justice, en respectant les droits de la défense, en respectant la présomption d'innocence, enfin surtout en respectant les victimes. Le problème, c'est pareil qu'avec les enfants. Nous ne mettons pas les victimes au centre du fonctionnement de la justice. C'est ça notre difficulté en France. C'est le procès de l'accusé, c'est le procès de la psychologie de l'accusé, mais ce n'est pas le procès de la victime qui est davantage, on va dire comment, mis à l'écoute de la société dans d'autres sociétés. Et nous devons mettre davantage la victime au centre de notre système judiciaire. Donc ce plaidé coupable criminel que vous proposez avec l'accord de la victime et le parquet concernerait qui finalement ? Si vous excluez les victimes de viol et de crimes passibles de la... Pour l'instant, nous proposons pour les braquages, qui sont des crimes, et pour les coups mortels. Voilà, on a compris que pour les viols, il y avait des questions de sensibilité qui s'exprimaient. Je le respecte tout à fait. Je ne veux pas que ce plaidé coupable soit mal compris. Mais ça concernerait quoi ? Quelques dizaines d'années ? Oui, aujourd'hui, bien sûr. Mais ce qui est important de savoir quand même, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ce procès. La victime, il y a plein de victimes qui veulent le procès cathartique, bien sûr. Et il y a des victimes qui ne le veulent pas. Qui ne veulent pas que l'expert psychiatre rappelle qu'elles ont été malmenées quand elles étaient petites, ou que l'avocat de la défense les malmène. Alors, c'est au magistrat de bien gérer cela. Il y a plein d'autres choses dans cette loi. Par exemple, aujourd'hui, le fait que l'avocat sera obligatoire pour le dépôt de plainte des victimes dans les commissariats et brigades de gendarmerie. Ce n'est pas le cas. C'était pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, c'est le fait que tous les magistrats devront être obligatoirement formés aux violences sexuelles pour juger des crimes de violence sexuelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a vraiment une révolution avec cette loi et j'espère que le Parlement la votera, l'amendera et la votera. Sur la délinquance des mineurs, on sait le fléau que ça représente aujourd'hui dans notre pays. La loi sur la délinquance proposait que l'excuse de minorité pour les 17-18 ans devienne l'exception et non plus la règle. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Vous allez la reproposer ? Alors aujourd'hui, non. Je n'ai pas de texte pour le faire, mais moi je suis très favorable à la fin de l'excuse de minorité. Et je l'ai dit, et sans doute qu'il faudra réformer la Constitution, manifestement. J'espère que le prochain président de la République et sa majorité parlementaire changeront la Constitution. Vous êtes sûr qu'il y aura une majorité après l'élection du président de la République ? Je le souhaite. J'espère que notre candidat, on va dire de la droite modérée, du centre et de la droite et du centre, gagnera l'élection présidentielle, aura une majorité pour réformer le pays. Alors quel candidat ? On a l'impression qu'il y a plus de candidats que d'idées dans ce fameux bloc central. Qu'est-ce que vous proposez, vous, Gérald Darmanin ? Est-ce que vous êtes candidat, tout simplement, déjà ?
Moi, je pense que tout le monde le voit, aux affaires de l'État. Oui. Et l'élection présidentielle, c'est dans un Ça an. n'empêche pas de préparer la suite. Oui, mais un candidat par jour, je trouve que c'est un peu excessif. Et j'entends ce qu'on me dit, notamment à Tourcoing, chez moi. On me dit, mais attendez, mettez-vous d'accord. Voilà. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, modestement, en servant jusqu'au bout au ministère, en servant l'État, en essayant d'aider. Par exemple, si on peut interpeller des personnes qui sont responsables de la mort de personnes en France, comme la DZ Mafia, j'en serais très heureux et j'aurais été utile à mon pays, d'aider d'avoir un seul candidat. Et je pense que pour cela... Donc, par une primaire, oui, je suis favorable à la primaire. Je vois plus très bien comment on l'organise désormais. Et moi, je souhaite désormais que les idées l'emportent sur les égos et les idées l'emportent sur les candidatures. Et les Français, alors, trouveront leur candidat et donc leur prochain président de la République ou leur prochaine présidente de la République. Gabriel, donc, vous évoquez Marine Le Pen. Il y a plein d'autres femmes que Marine Le Pen. Est entre les mains des juges, puisqu'elle attend le résultat de son procès en appel. Oui, j'ai pas de commentaire. Non, mais est-ce que c'est normal que ce soit la justice qui décide qui peut se présenter à l'élection Je suis présidentielle? ministre de la Justice, il ne m'appartient pas de commenter un procès qui est en cours. Mais l'homme politique le pense? Mais là, pour l'instant, il n'est pas libre, l'homme politique, puisqu'il est ministre et il a la charge de sa fonction. Et quand on est ministre, on respecte la charge de sa fonction. Il y a Gabriel Attal qui s'apprête à déclarer sa candidature, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, dont on dit que vous êtes proche. Il vous aurait même proposé de diriger sa campagne. Est-ce que c'est le cas et est-ce que vous allez accepter? Non, je ne dirigerai pas une campagne présidentielle. Je porte une ligne politique, qui est celle de la droite sociale, du gaullisme social. Je me suis engagé pour Philippe Séguin. Bon, peut-être que c'est un peu daté, mais en tout cas, moi, je crois qu'on peut être de droite en respectant l'ordre, mais sans être omnibilé par l'argent et qu'on s'intéresser à l'homme, à la condition de l'homme, comme disait le général de Gaulle. Voilà, donc moi, je porte cet espace. Je suis du Nord-Pas-de-Calais, je suis pétri de ce catholicisme social-là, et donc j'essaie d'avoir cet espace politique, à la fois de l'ordre et de la protection, et en même temps de l'écoute sociale et de l'humanité envers nos concitoyens. C'est ce qui m'intéresse. C'est pas de diriger une campagne électorale ou de faire partie de je ne sais quel autre gouvernement. C'est de porter cette ligne politique. J'espère que les candidats à l'élection présidentielle entendront que c'est sur cette ligne politique que l'on gagne. La fracture sociale de Jacques Chirac, le gaullisme. Je pense d'ailleurs qu'une partie, me semble-t-il, de ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 était aussi, non pas ce en même temps, mais comprendre qu'on ne pouvait pas être bêtement de droite ou bêtement de gauche. J'espère que les candidats à l'élection présidentielle comprendront que cet espace politique est le plus important pour la France. Et c'est celui que je porterai. Bien sûr. Et si vous porterez, parce que si personne ne porte ses idées, est-ce que ce ne sera pas à vous que cela incombera? C'est la responsabilité d'un homme politique que de porter ses idées jusqu'au bout, en effet, mais je ne désespère pas de comprendre que ce qui compte en France, c'est l'écoute sociale et la protection de nos concitoyens. Et ce n'est ni l'argent roi, ni la naïveté sur le plan de la sécurité. Avec un pays lourdement endetté qui fait en sorte que nous n'avons plus aucune marge de manœuvre pour venir en aide aux Français qui en ont Oui, besoin. nous avons plus de difficultés qu'ailleurs, mais enfin la France, elle s'est relevée de tas de difficultés, des crises financières. Quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, quand la Ve République est née, au lendemain de la guerre 1940, au lendemain de la guerre 1914, on n'est pas foutu. Moi, ce que j'aime pas... Mais 1 000 milliards de dettes en plus, ça pèse sur les épaules de la France. Mais la France a toujours su se relever. Évidemment, il faut avoir un constat clair. Mais par exemple, le discours sur l'effort, par exemple, m'a toujours un peu gêné. Bien sûr qu'il faut travailler davantage, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Donc, même Dieu, mais vous savez que même Dieu, au bout du 7e jour, a dit aux gens qu'il fallait se reposer. Bon, donc il faut un discours sur les efforts et un discours aussi sur le réconfort. Il y a plein de gens qui se posent des questions, qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail malgré le fait qu'ils travaillent énormément, dont les gamins vont à la faculté, dont on ne sait pas très bien pourquoi ils ont un master, ils n'arrivent pas à trouver un boulot à plus de 1 500 € par mois. Il y a plein de désespérance, il y a plein de gens issus d'immigration qui n'y arrivent pas alors qu'ils bossent beaucoup. Il y a plein de gamins qui sont élevés seuls par leur père de famille. Et les femmes seules, c'est un énorme problème social dans notre pays. Voilà, je pense que le candidat de la droite doit aussi avoir cette sensibilité-là. S'il ne l'a pas, il perdra l'élection présidentielle. S'il est capable à la fois de dire qu'il faut faire des efforts et en même temps réconforter ceux qui font des efforts, alors il gagnera et il aidera notre pays à avoir une majorité à réformer le pays. Vous dites le candidat de la droite et non pas le candidat du centre, Gérald Darmanin. La droite et du centre, bien évidemment. Mais moi, je suis un homme de droite qui a toujours pensé qu'il ne fallait pas être bêtement de droite. Et si c'est Bruno Retailleau qui se dégage dans les sondages, vous le soutiendrez? Oui, à condition qu'il ait une ligne sociale qui ne m'a pas le cas. Moi, je la trouve très conservatrice et très libérale. Voilà. Mais c'est normal. Moi, je viens du séguénisme. Il vient d'ailleurs. Bruno Retailleau, il y a plusieurs droites en France, chacun le sait. Voilà, moi, je suis un gaulliste qui est très fier d'appartenir à une région ouvrière. Et il y a pour ça, d'ailleurs, que sur le 1er mai, je n'ai pas compris la position de la droite de ne pas respecter la dignité des ouvriers. C'est le Noël des ouvriers, le 1er mai. Vous dites qu'il faut travailler plus et vous dites pour ceux qui sont volontaires... Mais ce n'est pas toujours aux ouvriers, c'est pas toujours aux femmes de ménage et aux ouvriers de travailler plus. Il y a des cadres qui ont des RTT, il y a des gens qui devraient travailler. Il y a des cadres qui travaillent aussi. Oui, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les usines textiles de Tourcoing, où, vous savez, les dames qui mettent des sardines dans les boîtes de conserve à Boulogne-sur-Mer, personne n'aimerait avoir leur travail, il faut les respecter. Est-ce que le second tour RN-LFI est inéluctable à vos yeux, Gérald Darmanin, en 2027 ? Il est
de plus en plus probable, puisque nous sommes de plus en plus bêtes. Voilà, donc il faut que nous soyons moins bêtes, que nous ayons un seul candidat, qu'on mette fin aux égaux, et alors on sera au second tour, mais sur un projet. Et vous choisirez quoi si c'est le RN et LFI? Vous mettez un signe égal ou pas? Non, attendez, moi je suis un acteur et je suis là pour Ça ne empêcher se produise pas, ok, très bien. Est-ce que le scénario, RN c'est égal que ce à scénario, LFI? que ce scénario horrible arrive. Mais enfin, le Rassemblement national a un programme communiste économiquement. Je ne suis pas communiste économiquement. Et LFI? Le LFI est dangereux pour la France, notamment du point de vue du soutien aux policiers qui n'ont pas, par exemple. Donc pour moi, ce sont évidemment des scénarios absolument à éviter pour le bonheur de notre pays. 2 questions très rapides pour terminer. Est-ce que vous comprenez, Gérald Darmanin, la polémique autour du film L'Abandon, qui retrace les derniers jours du professeur Samuel Paty, décapité par un terrorisme islamiste? Comment est-ce que vous expliquez que 6 ans après, il peut y avoir encore une controverse venant de l'extrême gauche sur ce sujet? Et faut-il projeter ce film dans les collèges et les lycées? Moi je trouve que oui, la société, en tout cas, pendant longtemps, a abandonné les gens courageux, comme l'était Samuel Paty et plein d'autres professeurs ou médecins ou agents publics aujourd'hui. Et vous savez, j'ai été le ministre au moment où arrivent ces drames, et également celui de Dominique Bernard. J'avais été très attaqué au Parlement, notamment en effet par l'extrême gauche. Tant mieux si désormais le séparatisme, l'entrisme est compris par nos concitoyens. Et oui, dès qu'on pourra dire aux jeunes enfants de la République qu'il y a des héros tous les jours qui sont leurs professeurs, qui leur apprennent la laïcité, c'est une très bonne chose. Une dernière question concernant Robert Ménard, maire de Béziers, qui va passer le 30 septembre prochain devant le tribunal correctionnel pour avoir refusé de marier un homme en situation irrégulière et faisant l'objet d'une OQTF. Il risque 5 ans de prison, des 75 000 euros d'amende. Il pourrait perdre son mandat alors qu'il vient d'être élu à 65%. Est-ce que c'est une situation, comme l'a dit Emmanuel Macron, ubuesque? Et comment pouvez-vous y remédier? Je ne suis pas sûr que je rende un grand service à M. Ménard en commentant le procès qu'il va connaître, mais je veux lui dire, et il le sait puisque je l'ai eu longtemps, je l'ai plusieurs fois au téléphone et je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est un homme de bien, que je porte une loi en ce moment avec le Parlement, je pense au sénateur Demilly, pour en effet que les maires ne puissent pas être condamnés s'ils refusent de pouvoir marier un EQTF, et on va même plus loin, d'empêcher le mariage d'une personne dont la République a dit qu'elle ne peut pas rester sur le territoire national. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a des conventions internationales, mais je veux dire à M. Ménard que nous nous bougeons beaucoup pour changer la loi. Merci beaucoup Gérald Darmanin, garde des Sceaux, qui était notre invité exceptionnel ce matin sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous.